Bienvenue à tous, à toutes sur cette nouvelle conférence que je donne inédite, puisque j'ai pris l'engagement de la donner 10 jours avant. Le thème, c'est la rencontre. Et en fait, quand j'ai eu l'idée de remplacer quelqu'un à la Gazette Café sur la rencontre, j'étais dans un élan d'enthousiasme, d'exaltation, ce qu'on appelle la part lyrique en nous. Je ne sais pas si vous connaissez notre part lyrique. Le lyrique, c'est notre part poétique, notre part qui exalte, qui magnifie, qui s'émerveille, qui amplifie. Voilà, cette part-là qui est, je trouve, une part magnifique de nous-mêmes, une belle part de nous. Et donc, il y a 10 jours, je me suis dit, tiens, je vais donner une conférence, la rencontre. Pourquoi? Parce que j'ai fait une rencontre et je me suis dit, tiens, voilà, super, je vais transmettre mes actualités pour que vous puissiez en bénéficier. Parce que la rencontre, ça parle à tout le monde. La rencontre amoureuse, puisque je suis sur le sujet de l'amour. Et on a tous eu soit des coups de foudre, soit des rencontres exaltantes, extatiques, des moments où on a vécu l'union, la communion, la connexion. Et comme il y a une aspiration profonde à cette connexion ultime de rencontre avec un autre que nous ou une autre que nous, eh ben, on y passe tous quasiment dans notre vie au moins une fois. Et si vous l'avez au moins connu une fois, ben, c'est formidable. Mais en général, c'est même plus d'une fois. Et puis, ça peut être des petits moments comme ça, des petites séquences, des touches comme ça de notre part sensible qui va communier avec une autre part sensible d'une autre créature humaine. Et comme disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et donc, ce qui veut dire par là, si vous comprenez bien, c'est que la rencontre, ce n'est pas quelque chose de prévisible normalement. C'est vraiment une surprise, c'est vraiment quelque chose qui s'improvise, qui se passe malgré nous souvent, alors qu'on ne s'y attend pas. Et là, je vais donc pas tellement parler des rencontres Tinder, puisque là, c'est plutôt des rencontres dites prévisibles, où on cherche à atteindre un objectif. Donc souvent, il n'y a pas la même magie de la rencontre que quand c'est inattendu, inespéré, et que vous croisez quelqu'un et ça se fait, une chimie se fait, un accordage se fait, et vous partez dans une rencontre et vous ne savez pas où ça va aller. Voilà. Et c'est ce mystère-là que je voudrais déployer avec vous ce soir dans ce thème de la rencontre. Et j'avais écrit comme ça quand je me suis dit, tiens, je vais organiser une conférence sur le thème de la rencontre. J'étais un peu exaltée. Là, je ne suis pas trac parce que j'ai la grippe, j'ai mal au dos, j'ai failli pas venir, j'étais là dans les choux chez moi, je travaille trop. Et donc, je ne suis pas dans le même état. Mais ce n'est pas grave. Vous aurez plutôt une conférence d'une psy et pas une conférence d'une poétesse complètement exaltée. Voilà, c'est pas grave. Vous aurez aussi ma part pragmatique, puisque je suis une psy, que je me définis pragmatique quand même, assez terre à terre. Donc vous aurez aussi le côté discernement de cette magie de la rencontre, qui n'est pas que hop, on déploie ses ailes, on y va, on y croit, en toute naïveté. Voilà. Je pense que c'est bien aussi de faire la part des choses et que comme on est nous sommes des êtres, je le dis souvent ça, il n'y a pas que moi qui le dis d'ailleurs, nous sommes des êtres qui venons de l'infini et on est dans un monde limité, donc on a des limites et notre monde est limité, on est toujours en train de se confronter à des limites sans arrêt, et on a un désir infini. Sauf qu'on est dans nos limites, dans les limites de l'autre et dans un monde limité. Donc c'est ça la complexité de la rencontre, c'est ce que ça nous fait travailler. On est confronté à ces histoires de limites, parce que toute belle histoire qui démarre n'aura pas toujours une fin heureuse. On le sait puisque vous êtes passé par là. Il y a souvent des coups de foudre et des belles histoires qui nous enchantent et qui malheureusement finissent dans une chute tragique. Dans des zones d'effondrement, dans des turbulences terribles que nous fait voir l'amour. Et donc, voilà. Donc, c'est bien aussi de ne pas se prendre les pieds dedans. Et j'avais écrit comme ça, quand j'avais réfléchi sur ce thème, il y a de la beauté à la rencontre, une certaine poésie, une naïveté. Je pense qu'il faut de la naïveté ou une certaine fraîcheur, si tant est que l'on ne reste pas en cœur desséché ou en cœur protégé de nos dernières séparations douloureuses. Et ça, j'en reparlerai qu'on ne peut rencontrer qu'à l'endroit où on est en cœur ouvert. Si on est en cœur protégé, on va faire des rencontres mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire
on n'est pas vraiment disponible et du coup, on ne fera pas vraiment de rencontre. Ma question du jour ou du soir, c'est comment se donner l'autorisation d'y croire à nouveau avec la maturité et la lucidité des acquis des expériences précédentes, de se donner à nouveau, donner totalement, hein, sans se perdre dans la fusion ou dans la surméfiance. Fusion, c'est trop, surméfiance, c'est pas assez. Donc cette conférence s'adresse à tous les célibataires, en fait, hein, pour ne pas rien vous cacher, qui sont ouverts à la rencontre, pour leur donner des clés, y succomber, sans se brûler les ailes encore et encore. Voilà, c'était l'idée de c'est le texte que j'ai écrit sur la rencontre. Alors, la rencontre, pour moi, ça se fait en 2 temps. Le premier temps, je viens d'en parler un peu, c'est cette histoire d'état de disponibilité interne, qui est au niveau du... C'est pour ça que je mets ma main sur le cœur, qui est soit j'ai un cœur ouvert, soit j'ai un cœur protégé. Un cœur blindé, un cœur verrouillé. De par mes histoires passées, mes relations où j'ai été blessée. Donc, en général, quand ça se passe comme ça, mon cœur se ferme. Il y a une aspiration à la rencontre. De toute façon, ça, on ne le perdra pas, parce que c'est une aspiration qui est liée au sentiment de séparation à la naissance. Donc, de toute façon, on restera avec toute notre vie une aspiration à la rencontre, avec un alter ego. Sauf que quand on a un cœur abîmé, on va se protéger, ce qui est normal, c'est une défense. Et donc, on va y aller de manière j'y vais pas, j'y vais, mais pas vraiment, mais je suis en méfiance, mais je ne sais pas, et peut-être que je ne suis pas en sécurité, enfin des tas de trucs. Donc là, s'il n'y a pas cet état de disponibilité, vous ne rencontrerez pas vraiment, parce que vous n'êtes pas disponible à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment un point central qui est, vous pouvez faire un check d'ailleurs, juste maintenant, parce que bon, là, je pense que j'ai quand même pas mal d'adultes, vous n'êtes pas des ados, donc vous avez forcément vécu des histoires d'amour auparavant, et certaines qui ont chuté, puisque si on est célibataire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des chutes, n'est-ce pas? Et donc, et l'amour fait mal. Donc de ces histoires où on s'abîme en fait quelque part, et parfois de manière très douloureuse. Hein. Là, je suis en train de créer une formation en ligne sur le deuil et la séparation. Parfois, c'est tragique, c'est terrible, quoi. Il y a un attachement très fort à une personne, et cet attachement, on a du mal émotionnellement à s'en détacher. Donc, avoir cet espace de disponibilité pour la rencontre avec un grand R, c'est pas gagné. Mais ça va vous faire travailler là-dessus. En tout cas, je vais vous faire réfléchir sur comment revenir à ne pas fermer son cœur à jamais. Un cœur desséché ne pourra plus jamais s'abandonner quelque part, plus jamais y croire. Et je pense que c'est très dommageable parce qu'on a cette connexion profonde, cette aspiration profonde à la connexion. On rêve de ça depuis qu'on est enfant. C'est presque la nostalgie du paradis perdu. Évidemment, avec nos parents, ça ne s'est jamais aussi bien passé que ça. Hein. On a tous des traumas du développement qui traînent plus ou moins, avec nos relations d'adolescents aussi, etc. Et donc, du coup, il y a une part de nous qui rêve de la fusion, du prince charmant, de la compagne idéale, de la bonne personne, etc. Donc déjà, même si l'idée du rêve romantique n'est pas sain, en tout cas, restez connectés à cette aspiration profonde du cœur qu'on a tous en commun, qui est l'aspiration à la connexion, à la rencontre avec un alter ego. Voilà. Ça, c'est vraiment... Et ce cœur ouvert, pour moi, c'est l'essentiel. Sinon, vous ne démarrez pas, vous ne laissez pas quelqu'un rentrer dans votre espace. Vous laissez rentrer en protection. Et donc, vous ne laissez pas l'autre rentrer et vous ne pourrez pas vous donner. Et la rencontre, l'amour, c'est la célébration de l'abandon. Donc si vous ne vous abandonnez pas, vous le savez dans la sexualité, s'il n'y a pas d'abandon, il ne va pas se passer grand-chose d'intéressant. Il va se passer des histoires un peu en surface, où vous n'êtes pas très impliqué, mais vous ne vivrez pas grand-chose. Ça sera à la mesure de ce que vous ne donnez pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, le premier temps, c'est mon état de disponibilité intérieure ouvert, un cœur ouvert et pas un cœur fermé à la rencontre, à l'amour. Et 2, la réflexion. L'analyse de qui je suis quand je rencontre, de ce qu'est l'autre, de qui est l'autre, de mes possibles. On est dans la limite, hein, donc qu'est-ce qui m'est possible d'offrir? Qu'est-ce que l'autre peut m'offrir ou ne peut pas m'offrir? Comme on a vécu les uns et les autres des histoires où ça a chuté, comme je disais, on a en général fait des conclusions sur qu'est-ce qui nous correspond et qu'est-ce qui ne nous correspond pas du tout.
Voilà. Comme vous avez des expériences avant, ça vous permet de faire des conclusions. La morale de l'histoire, je retiens qu'après cette histoire, ça c'est possible et ça c'est pas possible. Ce qu'on appelle les limites, ce sont mes limites. Et donc on va avoir affaire à mes limites, comme je le disais, et à tes limites. Ça c'est plus quelque chose qui se réfléchit. C'est-à-dire de faire un point quand vous rencontrez quelqu'un, je vous invite à faire un point sur des précédentes histoires. Qu'est-ce que j'ai observé, qu'est-ce que j'ai compris de moi? Parce que c'est souvent un cadeau, les histoires désespérantes, certes, mais les histoires passées sont souvent à la fin du deuil un cadeau où on pige quelque chose sur nous. Ça nous permet d'évoluer, de croître et de piger des choses qui sont extrêmement importantes pour nous, qui sont nos limites. Ça, je peux, ça, je ne pourrais pas. Ça, je pourrais donner, ça, je ne pourrais pas. C'est juste pas possible. Je n'ai pas les moyens de donner ça. Donc, c'est important de se connaître, en fait. Et aussi, dans la découverte de l'autre, de connaître ses possibles et ses limites. Et on va travailler donc avec les limites. C'est pour ça que je vous dis, croiser quand on rencontre à la fois la poésie, la naïveté de notre part qui a envie d'être amoureux, qui a envie de succomber à la fusion, et en même temps de croiser avec l'analyse, la réflexion, notre connaissance de nous-mêmes, de nos limites, de nos possibles, de nos envies, mais surtout de nos limites, et de faire avec les limites de l'autre. Voilà, donc ça, c'est les deux points qui me paraissent essentiels. Si vous êtes dans la naïveté, si vous êtes dans le coup de foudre, j'y crois, ça y est, vous partez dans la fusée, moi j'appelle ça la loukumisation. C'est on part avec l'autre, l'autre il te fait les violons, toi aussi, et donc vous partez direct, soit dans une fusée, soit un truc de loukoum. Vous êtes content parce que vous montez à deux en général, et donc on dit, je dirais comme ça, vous vous laissez embarquer, c'est un charme, ce qu'on appelle la fusion, d'accord ? C'est un charme parce qu'il y a une aspiration à le vivre et que ça nous fait battre nos cœurs, et puis ça nous rend vivants, ça nous fait partir dans un rêve en fait. Hein, on est dans l'exaltation. Voilà, c'est la fameuse partie lyrique qui s'embarque dans la fusée. La problématique des gens qui sont trop dans la naïveté, ils partent dans la grandiosité. C'est-à-dire que tout est amplifié, tout est démesuré, tout est excessif. Et s'il y a de plus une quête du Graal, c'est-à-dire s'il y a vraiment une part de vous qui veut faire un couple et vous compléter par un autre, ce qui est quand même classique, eh bien vous allez vous perdre dans la fusion. C'est-à-dire vous allez monter dans la fusée, puis à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, vous allez comme un feu de paille. Vous l'avez connu, je pense, les uns et les autres. Vous montez à deux, puis à un moment donné, il y en a un qui vous lâche là. Il vous dit, bon, c'est bien, le voyage est fini, hop, et vous retombez dans la mer directe. Oh, bah, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé là. J'étais partie, on était à deux là-haut, au ciel, là, boum, par terre. Avec beaucoup d'amertume en général, et ça fait beaucoup de dégâts parce qu'il y a une partie qui veut croire au Graal et qui ne comprend pas. Et souvent, ce que j'entends dans ma clientèle ou ce que je pouvais dire naïvement à une époque, c'est mais je ne comprends pas, nous étions tellement dans l'amour et ça paraissait tellement beau et tellement magique et ça avait l'air tellement vrai que je ne comprends pas pourquoi il m'a lâché en plein vol, quoi. Voilà. Pourquoi l'amour, ce qu'on entend souvent, pourquoi l'amour ne suffit pas? Parce que là, il y a un problème, vous n'avez pas bien compris le truc. C'est pas qu'il n'y avait pas d'amour, c'est qu'il y avait une aspiration à la connexion. Mais le truc, c'est que quand il y a trop de naïveté, il y a trop de grandiosité, comme je dirais, et il n'y a pas le contact à la réalité des limites, les miennes et celles de l'autre. C'est-à-dire que l'autre ne peut pas faire, c'est pas qu'il vous aime pas, c'est qu'il ne peut pas faire plus. À ce moment-là, il n'est pas en mesure de faire plus, tout simplement. Il a ses limites, il a ses motifs que des fois vous ne connaîtrez jamais parce qu'il ne vous les dira pas et que comme vous n'avez pas, faites pas tellement, vous n'êtes pas télépathe, vous ne savez même pas de quoi il retourne, ce que vous observez, c'est qu'il vous a lâché en plein vol. Ça, c'est tout. Donc ça abîme parce que vous vous dites, mais il m'aimait, on s'aimait tellement, mais j'ai pas compris. Donc là, il y a une forme de naïveté qui est, je ne me connais pas bien et je ne connais pas suffisamment le fonctionnement des êtres humains. C'est pour ça que je fais tout un travail sur les schémas répétitifs et les profils de personnalité, parce qu'on est quand même construit à partir de nos blessures. Et donc on répète des schémas malgré nous, et même si on aime et qu'on montre à l'autre qu'on aime et qu'on veut partir avec l'autre, dans ces espaces fusionnels, on est quand même bourré de nos formatages et de nos conditionnements, donc de nos limites. Donc on monte avec l'autre, et puis après on dit bah non, ça c'est pas possible. Voilà, ça m'effraie, pour les évitants, ils vont être effrayés, il y a peur de trop, donc ils vont lâcher en plein vol, ils vont faire un pas en arrière,
pour les agrippants, pour les dépendants affectifs, ils vont tellement s'agripper que l'autre, ça va le faire fuir, enfin, etc., etc. Vous connaissez ces histoires où on démarre à deux et puis, poum, ça fait feu de paille. Voilà, donc, ça abîme quand même. Deuxième problématique naïve, c'est de vouloir faire couple à tout prix, c'est-à-dire de vouloir absolument y croire. Ah, ça y est, c'est le bon, la bonne personne avec un grand B, tu vois. Et donc là, vous allez voir assez rapidement qu'il va y avoir une déception, parce que quand vous voulez absolument faire couple et que c'est la quête du Graal, ben, vous centralisez la relation, et notamment la rencontre, comme si ça allait être un miracle, comme si la relation, ça a une baguette magique. Mais non, ça a une baguette magique parce que ça vous exalte et ça vous encense et ça magnifie. Mais il n'y a pas de baguette magique. Hein. Ce n'est pas l'autre qui a le pouvoir de vous rendre magique. Ça enjolive la vie, mais non. C'est pour ça que tous les enseignements spirituels, notamment dans le bouddhisme, mais pas que, ils visent à vous dire, mais attendez, la complétude, c'est d'abord ici à l'intérieur et après avec un autre. Mais ne faites pas avec d'abord un autre et après à l'intérieur. Là, vous allez être dans une impasse. Donc, vouloir faire couple à tout prix parce que vous vous sentez incomplet, ça va bugger. Vous allez partir dans des fusées, puis poum. Et là, en se disant, mais c'était tellement beau, j'avais tellement envie d'y croire, mais vous ne réalisez pas les limites de l'autre. Voilà, donc, cette rencontre est possible que s'il n'y a pas cette naïveté et que s'il n'y a pas non plus cette surméfiance. Et j'ai dit tout à l'heure, la surméfiance, c'est quoi? J'anticipe le pire, j'ai un cœur blessé, ou je suis encore dans le deuil. Donc si je suis encore dans le deuil de l'ex, eh ben, je suis en état un peu de dissociation, c'est-à-dire je suis coupée, anesthésiée, un peu quand même, en général, et donc il n'y a pas de place pour une rencontre, puisque vous êtes encore dans l'histoire d'avant, un peu frigorifié comme ça, tellement vous vous êtes abîmé dans l'histoire d'avant. Donc vous ne pouvez pas vous ouvrir à un autre. Bon, alors c'est comme ça. Et en plus, que vous faites quand vous êtes dans l'histoire d'un deuil non résolu, vous avez un référentiel de l'ex dans la tête. Et donc, vous ne pouvez pas vous empêcher, on le fait tous, hein, honnêtement, faire des comparaisons. Avec elle, c'est comme ça, c'est bien. Avec l'autre, c'était tellement comme si. Mais c'était tellement mieux là-bas. Mais quand même, c'est pas mal ici. Donc, on sait de toute façon, on le sait tous, on ne sera jamais comblé par un seul partenaire. N'est-ce pas? Donc ça, c'est une réalité. Je veux dire, personne ne peut nous combler complètement. On est des êtres insatisfaits puisque limités. Donc personne ne nous satisfera totalement. Donc l'ex nous comblait sur certains points et le nouveau sur d'autres points. Voilà. Donc ça, c'est réaliste. C'est mon côté pragmatique, ça. Pas peine de prendre des notes. C'est vraiment terre à terre. Et donc, une fois qu'on sait ça, comment on résout l'équation? On ne la résout pas. On ne peut pas résoudre cette équation. On ne peut pas dire, ah mais non, maintenant, l'autre, il nous apportait ça, on touchait des espaces avec cet ex qui était probablement sublime. Avec l'autre, ça doit être différent. Hein. C'est toujours différent, parce que chaque goût de rencontre a une saveur. Chacun est unique, chaque être est unique. Et chaque personne qu'on rencontre nous fait nous rencontrer, nous, sur des facettes de nous différentes de nous-mêmes. C'est ça qui est intéressant. Donc, plus vous osez la rencontre, plus vous osez, ouais, plus vous allez vous rencontrer sur « Ah, tiens, mais je ne connaissais pas ça de moi. Tiens, au fait, il me fait rencontrer ça. » Que ce soit dans le côté agréable ou désagréable. On peut être irrité par une rencontre aussi. Hein. Donc, mais il nous fait, chaque être humain que l'on rencontre sur notre vie nous fait nous rencontrer nous-mêmes, en fait. Voilà. Donc cette histoire de l'ex en mode référentiel, on n'y échappera pas. C'est pas très grave en fait. Je normalise toujours les choses en disant mais non, mais c'est pas grave. Ça ne vous empêche pas de vous ouvrir à la rencontre nouvelle dans vos possibles en ayant quand même un cœur ouvert. Voilà, sachant que ça fait partie des affres des êtres humains, d'avoir des référentiels, des comparatifs avec ceux du passé, les mémoires, les souvenirs. Et comme notre cerveau enjolive les beaux souvenirs, alors ça c'est un problème, mais c'est chimique, hein, on fait tout ça, donc on a tendance à garder vraiment en mémoire les beaux souvenirs tellement magiques et magnifiques de nos histoires passées, au lieu de mettre notre attention sur les moments pourris.
Bon, je suis désolée, c'est comme ça que ça se passe. C'est malheureux, mais c'est pas fait exprès. On ne choisit pas, on n'a pas le contrôle là-dessus. Ce qui fait que quand on rencontre quelqu'un de nouveau, bah, on ne peut pas s'empêcher de le comparer, de dire oui, mais quand même, c'est moins sublime parce que c'est ici, ça, là. J'ai encore plein de souvenirs. Bon, sauf si le deuil est fait depuis des années, donc c'est plus facile. Mais si vous rencontrez peu de temps après votre ex, ça fait ça. Ce n'est pas grave. Alors, je continue. Qu'est-ce qui nous anime? Je me suis posé la question. Quand nous faisons une nouvelle rencontre, qu'est-ce qui nous anime? Une rencontre avec un grand R, évidemment. Je ne parle pas des... J'ai laissé de côté les rencontres Tinder, où vraiment c'est un peu surfait, objectif, rencontre, on est là pour se caser ou pour faire l'amour. Bon, pourquoi pas? Je ne suis pas contre, hein, mais ce n'est pas très... imprévisible, quoi. C'est pas très inattendu comme truc. On s'y attend puisqu'on est là pour ça. Donc c'est écrit, hein. Vous allez sur un site de rencontre, c'est pour rencontrer et c'est pas pour faire des potes en fait. Hein. Donc c'est la surprise. Qu'est-ce qui nous anime quand on rencontre? C'est cet effet surprise. C'est l'inattendu, c'est le fait de ne pas anticiper, de prévoir, et du coup, le mental bloque, c'est-à-dire que notre côté sachant, hein, je sais que l'autre, par exemple, je suis sur un réseau Tinder, là, et je me dis, ah oui, mais l'autre, il s'est présenté comme ci, comme ça, nanana. Donc j'ai déjà des anticipations. Ici, dans la rencontre imprévisible, comme ça, vous croisez quelqu'un, peut-être dans cette soirée, après, vous rencontrerez quelqu'un, d'ailleurs, parce que comme vous êtes nombreux, c'est possible. Ça peut vous faire une invitation à la rencontre. Donc, la surprise, laissez-vous surprendre. Parce que le mental qui ne sait pas, qui ne comprend pas, qui ne cherche pas à agripper des représentations, peut laisser une possibilité de rencontre imprévisible, inattendue, et avec moins d'anticipation du pire, de catastrophe, de toutes les casseroles qu'on traîne les uns et les autres. Donc ça peut être pas mal de s'ouvrir à la rencontre comme ça, dans cette forme de disponibilité. Qu'est-ce qui est au rendez-vous quand on rencontre comme ça, de manière imprévisible, à votre avis? C'est quelle part en nous qui s'anime? Spontanément, qu'est-ce que vous répondrez? Quelle est la part de nous qui s'anime dans une rencontre comme ça? Vous croisez quelqu'un à la sortie de cette conf, vous dites, ah non. Hein? Non, le lyrique, c'est après. C'est que dans l'exaltation des moments passés ensemble, c'est pas tout de suite. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Agnès? Le jeu. Alors, il peut y avoir se laisser au jeu. Et c'est la part de l'adolescent éternel, que Jung appelait le puer aeternus, vous le saurez. Donc, c'est notre part ado, qui est toujours au rendez-vous, normalement, quand on n'est pas trop asphyxié par une autre part de nous qui évalue, qui commande, qui dit mais non, plus jamais, je me suis tellement fait avoir que voilà, ou je suis trop ceci, ou passé cela, etc. Donc notre part adolescente, elle est éternelle en fait. C'est la fraîcheur de cette part en nous qui peut s'activer ou s'actualiser lors d'une rencontre inattendue. Et je vous invite vraiment à laisser vivre cette part ado. Je me souviens que lors d'un séminaire avec un groupe, j'avais donné comme consigne, pendant une demi-journée, vous vous mettez en contact avec votre part ado et vous êtes tous des ados en puissance. Voilà. Et donc, on laisse vivre les ados entre eux. Si vous voulez faire une boum, on fait une boum. Si vous voulez, je ne sais pas, faites ce que vous voulez. Vous êtes des ados et vous laissez ça se vivre sans coincer, sans barrage. Et je trouvais ça passionnant parce qu'il y a une énergie dans cette part ado, une espèce de fraîcheur, de spontanéité, de vivencia comme ça, qui est soulevée, qu'on ne trouve pas quand on laisse l'autre part qui est oui, mais quand même, soyons sérieux, réfléchissons, mais je sais que, et je prétends que, et l'autre il ne va pas pouvoir, et avec tout ce qui m'est arrivé, enfin tout ce blabla, qui empêche notre part ado d'être au rendez-vous. Voilà, donc c'est notre mental qui va bloquer la surprise. Donc je vous invite vraiment, la prochaine fois que vous ferez une rencontre, d'inviter cette part adolescente éternelle, de l'inviter et de la laisser s'expandre. Voilà. Sinon, vous n'aurez jamais le contact avec cette part, et cette part, c'est quand même nos forces vives. Hein. Si vous êtes trop... Alors, Jung comparait avec la part, qui s'appelle le puer aeternus, avec la part senex. Le senex, qui est l'autre part de nous, qui est inversée, c'est la polarité inversée, qui est le sage. Le sage,
le discernement, la lucidité, la réflexion, le savoir, le sachant, etc. Donc, c'est pas que cette part est pas, je vous l'ai dit, c'est aussi intéressant de connecter cette part, mais quand elle est trop au rendez-vous et qu'elle envahit la part ado, eh ben, vous ne pouvez plus être des joyeux lurons, vous ne pouvez plus vous donner à la rencontre et donner le beau de la rencontre, et donc passer dans le mode lyrique, puisque le lyrique ne se fait qu'après cette invitation à la part ado. C'est la part ado qui prend le pouvoir normalement. Et observez quand vous êtes dans la rencontre que cette part ado prend le pouvoir en vous et que vous la laissez faire. Je pense que là, ça peut être intéressant de dire je suis d'accord de laisser ma part ado aux commandes sciemment. Vous voyez ? Et de bloquer la part mentale, la part du sénèque, celui qui sait, celui qui prétend, celui qui veut savoir, de laisser un peu, voilà, de le monter dans la fusée. Dans un premier temps, ce n'est pas grave si vous montez dans la fusée, vous avez quand même des expériences, après vous réfléchirez. Mais au moins laissez-vous partir dans la fusée, c'est quand même ça a du bon, parce que c'est nos forces vives. Le sénex, le réfléchi, le sage, il n'y a pas de vivant là-dedans, ce n'est pas une force vive, c'est une part réflexive, introspective. Donc il n'y a pas de force vive, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'énergie vivante là-dedans. D'accord ? C'est pour ça que je vous dis, laissez la part ado aux commandes en sachant que c'est le moment de la laisser vivre. Voilà, puis après, vous temporiserez un peu. Alors, la rencontre, c'est quoi? C'est cueillir un instant, comme ça. Voilà. Et en général, les ados, c'est quoi? C'est l'instant, hein, comme les enfants, c'est l'instant. On cueille l'instant de la vie. On a le courage de se laisser surprendre par le charme de l'inattendu et on ne se pose pas 50 questions. On y va, on y croit, on est beaucoup plus mobilisé dans le présent. Qui vivra verra, c'est un peu ça. Hein. Et donc, on part. Voilà. Et ça vient rencontrer notre part qui aspire à l'amour inconditionnel. Je vous rappelle qu'on est tous branchés sur l'aspiration à la connexion. Au-delà de l'aspiration à la connexion, on cherche l'aspiration à l'amour inconditionnel, c'est-à-dire de rencontrer quelqu'un qui va nous aimer pour qui nous sommes et que nous aimerons pour qui il est, totalement. Bon, évidemment, c'est une affaire impossible, parce que ça n'existe pas sur Terre. On est limité, je vous rappelle, cette histoire des limites. Donc, même si c'est impossible, essayez d'être quand même en contact avec cette part qui aspire. Aspirer, ça ne veut pas dire que ça va se faire. Ça veut dire que je laisse ça se vivre parce que on peut tendre vers quelque chose sans que ce soit parfait. Et ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait, mais on peut tendre vers l'amour inconditionnel qui est peut-être dans cette rencontre, je vais chercher à ne pas juger l'autre comme il est, à le prendre comme il est, à l'accueillir pour ce qu'il est, à être plutôt dans la bienveillance, à me joindre à l'écouter. Voilà, c'est ça la connexion. La connexion, c'est je me joins à l'autre à l'endroit où il se trouve maintenant. Et je ne suis pas complètement obstruée par mes connaissances, mes représentations, mes anticipations. Je ne suis pas pleine de moi quand je rencontre, parce que je suis dans l'ouverture de l'autre, de cet autre qui est dans la différence. Et donc, place, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, c'est à prendre cet autre, avec un grand A, à l'endroit où il est. Inconditionnellement. C'est une intention. Maintenant, vous ne le ferez jamais parfaitement parce qu'on est toujours plein de soi. On est toujours plein d'envie d'intervenir, de raconter sa life, de se la péter, de prétendre, de conseiller. Bon, donc, on n'écoute pas vraiment l'autre. Mais vous pouvez être de nouveau dans ces histoires de rencontres, si ce n'est pas juste 3 minutes et que vous rencontrez, et vous avez un entretien, 2 entretiens ou 3 moments d'échange ou plus, et bien dans ces moments de rencontre, installez-vous. C'est un conseil que je vous donne, dans cette intentionnalité d'être dans l'amour inconditionnel qui est l'intentionnalité de prendre l'autre à l'endroit où il est, et d'être moins plein de vous, hein, de vous extraire, de vous retirer un peu de vous-même pour laisser de la place à l'autre dans cette écoute de qu'est-ce que cet autre signale. L'intérêt de la rencontre, c'est la nouveauté, c'est la curiosité d'un nouveau, d'une nouvelle personne. Donc chaque individu étant extrêmement différent, a un goût unique, à toute une histoire, un passé, à des opinions, des envies, des aspirations. Ça peut être extrêmement intéressant dans la rencontre de vous faire plutôt plus petit que trop grand en la ramenant trop. Donc de laisser de la place à l'autre et d'investiguer à travers des questions pour le rencontrer. Qui tu es, au fond, si toi tu es cet autre que moi, qui n'est pas moi,
et que je suis curieuse de te découvrir, hein, qui tu es au fond, et donc de vraiment écouter l'autre dans son intime, quoi, dans ses expériences vécues, dans ses goûts, ses préférences, ses tendances, sans trop la ramener. Quand vous ramenez trop, c'est que vous voulez tellement... Le problème, on veut trop plaire, en fait. Dans les stratégies de séduction, dans les rencontres, un peu surfaites, Tinder et compagnie, aux réseaux sociaux, on veut toujours plaire, plaire, plaire. Donc quand on veut absolument plaire, 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 parce qu'on veut atteindre un objectif de faire couple, on est plein de nous, on est suffisant, on est prétentieux, et donc on la ramène trop, en fait. On ne laisse pas cette place à l'autre, vraiment. On n'est pas à l'écoute, en fait. On veut trop, ah oui, mais si je dis ça, non, il me dit ça, je dis ça, ça je ne vais pas le dire, ça je vais le dire, alors là maintenant il faut que je parle de ça, et maintenant je ne vais pas parler de ça, alors il y a un sujet qui fâche, alors le sujet qui fâche, voyons, c'est mon ex, alors ne parlons pas de ce sujet, mais parlons d'un autre sujet, il faut quand même que je plaise. Donc tout ça, ça ne laisse pas de place à l'autre, comprenez? C'est important de le piger, parce que si vous voulez vraiment être dans des rencontres, et même dans des rencontres amicales, je ne dirais pas que dans des rencontres amoureuses, c'est important de rejoindre l'autre, c'est ça la connexion, je rejoins l'autre à l'endroit où il se trouve et dans nos parts sensibles. Donc je me laisse toucher par qui tu es dans ta différence parce que je t'écoute en fait et je te laisse de la place. Si je ne peux pas le faire, je suis toujours trop plein de moi et je t'interromps et donc tu n'as pas de place en fait. Donc je ne peux pas te rejoindre vraiment, je ne peux pas te comprendre vraiment parce que je suis trop dans et moi, voilà. Donc ça, c'était aussi un petit conseil que je vous donne si vous allez rencontrer bientôt quelqu'un, à la fois d'observer cette part ado qui est très enthousiaste et à la fois de laisser de la place à cet autre que vous. Voilà, et donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir que c'est un élan. En fait, c'est vrai, la rencontre, c'est un élan qui nous sort de nous, en fait. C'est comme si... ça nous réveille, ça nous fait nous sentir vivants en général. Hein. Les gens le disent tous, c'est pour ça qu'ils se prennent des amants et des maîtresses. Hein. Parce que quand ils sont dans des couples où ils commencent à s'ennuyer, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prennent un amant et une maîtresse et ils disent je me sens enfin vivant alors que je me sentais dans une fadeur du quotidien, plan-plan, ou avec des conflits, ou je ne sais pas quoi. Et donc, ça fait sentir vivant, ça nous sort de nous, hein, ça nous extrait, c'est comme un... Ça nous extrait de nos vies un peu quotidiennes, un peu routinières, un peu non exaltantes. Ça donne de l'intensité, la rencontre. Et ça nous fait nous sortir de nous. C'est pour ça qu'après, il peut y avoir une addiction et à fantasmer, à courir après des nouvelles personnes pour retrouver ce goût de l'ado éternel, des nouvelles rencontres et des nouvelles rencontres. Donc là, c'est l'excès de la part ado qui se dit, oui, mais bon, je rencontre, et puis au bout de, je sais pas quoi, quelques temps, je commence à m'ennuyer, l'autre n'est pas parfait, donc sautons de l'un à l'autre, de l'une à l'autre, de l'une à l'autre, parce que c'est exaltant, c'est toujours intense, il y a toujours de la nouveauté, et je ne me tape pas les limites de l'autre. Je me tape que la rêverie, en fait, que le fantasme d'une belle histoire d'amour, magique. Voilà. Et donc, c'est excessif, tous les excès nuisent, évidemment. Hein. Voilà. Donc, ça nous fait nous sentir vivants, ça nous fait nous sortir de nous-mêmes dans ces rencontres. Et en même temps, voilà, toujours, hein, j'ai toujours ce côté Sénèque aussi, hein, rappelez-vous le discernement, tous les excès nuisent, sinon c'est le feu qui brûle et les excès peuvent polluer. Alors il y a deux niveaux de rencontre, hein, vous avez la rencontre en général, comme on est des êtres branchés câblés mental, vous avez la rencontre intellectuelle, la rencontre de l'échange verbal. Hein, on est des êtres de mots, on aime bien mettre des mots. Il y en a qui sont plus doués dans la poésie des mots que d'autres, d'ailleurs. Hein, il y a des beaux parleurs et des belles parleuses. Et oui, mais c'est bien de se laisser bercer par la poésie des mots aussi. Je trouve que ça vaut la peine d'être vécu. En tout cas, ça a son charme. Mais de nouveau, ne vous faites pas attraper par Maître Corbeau sur un arbre perché, d'accord ? Voilà, donc ceci dit, il y a cette rencontre à ce niveau-là dans l'échange verbal, dans la rencontre intellectuelle, et puis dans la rencontre de nos opinions, de nos valeurs, voilà, de cette découverte de valeur à valeur. Et puis, vous avez la rencontre dans le charnel, qui est la deuxième dimension, qui est fort intéressante aussi, hein, qui normalement est faite pour faire descendre l'amour céleste vers le bas, hein, vers le corps, dans le corps matière, à travers nos instincts pulsionnels, dans une sexualité à la fois une
sexualité de cœur, hein, donc le céleste, ça vient du haut, l'amour céleste avec un grand A, l'amour divin, et hop, ça descend normalement ici, troisième œil, et puis ça descend, ça si vous croyez au chakra, dans l'ouverture du cœur. C'est pour ça que c'est indispensable d'avoir un cœur ouvert. Si vous êtes en cœur fermé, vous n'allez pas vivre grand-chose d'intéressant au niveau de la sexualité, ce sera que pulsionnel. Bon, ma foi, je trouve ça assez chiant en fait. Voilà. Et puis ça peut descendre, moi je le dis tout de go, hein, comme je le pense. Je trouve ça très inintéressant. Mais bon. Et après, ça peut descendre dans la matière, dans le corps matière, dans cette célébration de l'union de nos deux corps, dans ce charnel, dans cette fusion du charnel. S'il y a un accordage, déjà au niveau de l'échange verbal, c'est pas mal. Ça présage du bon en général pour l'accord sexuel. Après, il y a des personnes qui vont être plus dans l'accordage. L'accordage, c'est vraiment l'harmonie entre deux corps. Souvent, c'est une alchimie, on ne sait pas pourquoi ça se fait. C'est miraculeux cette affaire, ça se fait ou ça ne se fait pas. Vous avez remarqué oui, attends, vas-y. Alors attends, non, si tu veux le micro, je te le passe. Alors attends, non, je passe le micro. Vas-y. En gros, pour moi, il y a aussi une affaire de phéromones et d'odeur. Quand on n'aime pas l'odeur de l'autre, ah oui, il y a une alchimie. Oui, non, mais je vous dis, on a beau bien aimer quelqu'un, genre juste bien aimer sa personne, je sais pas, son intellect et tout ce que vous voulez, mais si on n'aime pas son odeur, ça ira pas plus. Enfin, c'est tout à fait. Après, voilà, il y a quand même, normalement, ça, on le sait. Enfin, je sais pas, tout à fait. Non, alors, il n'y a pas que les odeurs, hein, ça en fait partie, non, mais il y a tout un accordage des corps vibratoire, énergétique, etc., au-delà de l'odeur, qui se fait ou qui ne se fait pas. C'est ce que je disais. L'alchimie se fait, et ça, c'est mystérieux. On ne sait pas expliquer pourquoi, avec certaines personnes, ça match de ouf, comme on dit aujourd'hui, ou ça ne matche pas du tout. Là, pourtant, l'autre, il peut être beau, il peut être intelligent, il peut vous plaire, mais des fois, ça ne se fait pas. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est comme ça. C'est comme des électrons qui s'ajustent, qui s'emboîtent. Il y en a qui ne s'emboîtent pas. Bon, cherchez pas, c'est important. Il y en a qui aimeraient bien s'emboîter, mais Claude ne veut pas s'emboîter. Alors, il y en a qui aimeraient bien s'emboîter et qui ne peuvent pas s'emboîter. Exactement. Pas besoin du micro. Non, mais je reformule, sinon on n'entend pas ce que tu dis. Donc, oui, c'est important quand vous parlez dans le micro, sinon on n'entend pas vos commentaires. Pas pour moi, hein, moi je vous entends. Donc, reformule-moi le micro. Et donc, oui, on peut dire « Ah oui, cette personne, je la trouve super intéressante, elle a du potentiel, super, on pourrait faire plein de trucs ensemble et tout. » Et puis, au niveau du charnel, ça passe pas. Non, ça passe pas. Donc, il y a des personnes pour qui c'est pas grave, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas cimentés sur le charnel, s'en foutent en fait. Il y a des gens qui sont romantiques et qui ne sont pas intéressés, ou c'est pas une valeur profonde d'avoir un accordage charnel. D'autres, c'est l'inverse. Il y en a qui sont, et c'est respectable, moi je n'ai pas de jugement là-dessus, il y en a qui sont très dans le charnel, ils sont faits pour la libido, d'autres ils sont faits pour le romantisme, d'autres ils sont faits pour rien du tout, enfin chacun est dans son style. Mais c'est vrai, il y en a qui veulent rien du tout, qui ne s'intéressent même pas à la rencontre, qui s'intéressent à autre chose, mais pourquoi pas? C'est juste d'assumer qui on est, voilà, de ne pas se raconter des histoires. Si vous êtes des cimentés libido, eh ben, prenez des partenaires avec qui c'est accordé, sinon vous allez souffrir. Si vous êtes des romantiques et que vous en foutez, ben, allez chercher des romantiques, faites des choses qui sont en correspondance avec vous, c'est ça qui est important surtout, sinon vous allez vous blesser. Alors. Donc, quand le charnel correspond avec le mental et le verbal, hein, et le cœur ouvert, alors là, ça fait une union sexe, cœur et plus haut, sexe, cœur et âme. Et donc là, vous allez retrouver l'espace de la fusion, ce que souvent décrivent les âmes sœurs, enfin le sentiment d'être des âmes sœurs, enfin des espèces d'espaces comme ça. Qui sont assez piégeuses, ma foi, parce que ce sont des séquences, et je le dis et je redis, j'ai peut-être pas entendu 50 conférences à moi pour ceux qui m'écoutent, mais ce sont des séquences de connexions fusionnelles qui ont une durée en vie limitée en temps. C'est un début, une fin, c'est pas fait pour durer. Ce sont des moments un peu mystiques comme ça, où tout s'accorde, de connexion, de communion. Moi j'aime bien le mot communion, je trouve qu'il traduit le mieux cette fusion des corps, cœur et âme. Qui en général peut même aller vers ce qu'on appelle l'union sacrée, c'est-à-dire la dissolution du moi, aller vers quelque chose de l'amour cosmique, l'amour mystique, dont parlent souvent les poètes, ou pas, hein. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une possibilité d'entrer dans cet amour mystique à partir de l'endroit où il y a vraiment une ouverture du cœur. Si vous n'avez pas ça, c'est mort, vous ne connaîtrez jamais l'amour mystique, vous connaîtrez l'amour
soit platonique, soit sexuel, mais vous n'irez pas plus loin. Et c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai dit le petit 1, du petit 1 pour la rencontre, si vous voulez, c'est la disponibilité du cœur ouvert. Et si vous avez un cœur fermé, un cœur desséché, un cœur protégé, allez travailler ça en thérapie, faites-vous, démerdez-vous, mais, mais travaillez cette affaire, sinon c'est cuit. Vous n'aurez pas de possibilité de vous ouvrir à l'amour mystique, qui est quand même un goût exceptionnel, parce qu'on cherche ça, on cherche à transcender les limites dans un espace donc de pouvoir avoir les conditions possibles pour aller vers cet espace. Eh ben, il faut avoir ce cœur ouvert, le sexe ouvert aussi, mais en général c'est plus facile, sauf pour certains qui ont été aussi violés, abîmés, machin. Donc selon vos blessures, travaillez soit sur le cœur ouvert ou le sexe ouvert pour pouvoir vous offrir quelque chose, au moins une expérience génialissime qu'on appelle l'amour mystique, qui est la fusion dans le charnel, de faire vraiment, d'avoir cette communion. Voilà, au moins dans une séquence limitée en temps, ça serait pas mal d'avoir connu une fois dans votre vie. Ça, c'est l'invitation, parce que moi j'aime bien, j'adore, c'est un goût particulier que j'ai touché quand même dans ma vie, pas souvent, mais quand même. Et j'ai trouvé ça génial et je me disais, mais c'est dommage que les autres n'en profitent pas, puisque moi j'ai touché ça. Pourquoi ? Alors je pense que si les autres ne vont pas dans cette expérience, c'est parce qu'il y a cœur fermé ou sexe blessé, ou sexe, voilà, cœur blessé ou sexe blessé. Et donc ça ne donne pas la possibilité d'y entrer. Voilà. Mais d'y entrer, ça veut dire qu'il va falloir y sortir. Ça veut dire un truc pour s'agripper, c'est pas fait pour rester, durer toute l'année, hein, H24, même si vous faites l'amour beaucoup, c'est pas fait pour vous agripper et être dépendant affectif. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qui nous anime dans la rencontre? Autre chose, c'est le gémellaire. C'est un peu pareil. On cherche un jumeau, en fait. On cherche un miroir de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est tellement accroché à la fusion. C'est parce qu'on voudrait que l'autre soit nous et nous, on soit le même que l'autre. On veut être du même. On a envie d'avoir c'est notre fameux jumeau perdu, jumelle perdue. On voudrait tellement que l'autre rappelez du mythe de Platon, hein, l'autre va nous compléter, ce sera notre moitié. Donc on a une envie de ça, et donc c'est tout à fait louable qu'on cherche du gémellaire dans la rencontre. Voilà. On cherche à la fois le gémellaire, c'est-à-dire notre âme sœur, et on cherche à la fois donc un miroir, ce qui peut être un piège aussi, parce que si je cherche un miroir de moi-même, l'autre n'est pas un miroir. L'autre est dans la différence. Même si on a plein de points communs, il n'est quand même pas moi. C'est un autre avec un grand A, donc c'est un étranger étrange. Il restera toujours un étranger. Déjà, on a du mal à se connaître nous-mêmes, alors quid de connaître quelqu'un d'autre en se disant « Ah oui, mais il me ressemble tellement, on partage tellement de moments de fusion que forcément je le connais, il pense comme moi, il sent comme moi, je sens comme lui, je fais le même voyage, c'est sûr, c'est sûr. » Non, absolument pas. Erreur, grossière erreur. On ne fait jamais le même voyage. Même si vous faites un voyage extraordinaire dans un moment charnel, de fusion ou intellectuel, de partage et de complicité, l'autre ne fera jamais le même voyage puisque c'est un autre. Donc c'est un étranger. Étranger. Rappelez-vous cette affaire-là. Parce que vous pouvez subodorer que l'autre, comme il est exalté comme vous, mettons, vous êtes dans la fusée à l'aucumisation, là, dans la période de la rencontre, eh bien, vous pouvez vous imaginer que lui et vous ne faisons qu'un. Vous ne faites qu'un et vous vivez la même chose. Voilà, vous sentez la même chose, vous êtes du même. La preuve, vous l'interrogez, il dit « Ah oui, c'est génial, oui, j'ai vécu ça, c'était trop bien. Oh, qu'est-ce que je me sens bien ?» Alors vous dites « Ah bah oui, moi aussi, donc ça veut dire que c'est vrai, ça veut dire qu'on vit tout pareil. » Non, pas du tout. Retomber sur terre, avec les limites. Si vous débriefez un peu plus précisément, en lui demandant, quand tu dis « c'était bien ce que tu as vécu », c'est quoi ce bien? Est-ce que tu peux me décrire ton voyage précisément que tu as fait dans ce moment partagé avec moi? Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec le vôtre. Ça n'a rien à voir, comment te dire. C'est une aventure autre. Voilà. Donc, il faut le savoir. Donc, vous avez intérêt aussi à créer des... Moi, je le fais, hein, à créer des interviews un peu pertinentes pour savoir, mais toi qui es un autre que moi, même si tu dis que tu vis la même chose que moi, bien le croire, mais enfin bon, moi j'y crois pas trop, qu'est-ce que, même si tu sens de la joie par exemple, à communier, c'est quoi la forme de, quelle est la forme que prend ta joie par exemple? Ou de quelle manière tu accèdes à la joie? Poser des questions précises pour voir que cet autre est autre et qu'il ne fait pas du tout le même voyage que toi en définitive.
Ça peut être fort intéressant. En général, les gens ne débriefent pas. Ils n'ont pas cette idée-là parce qu'ils s'arrêtent à « Ah, je sens de la joie, moi aussi, bon, c'est parfait, le moment est parfait, bon, on s'arrête là. Dodo. » Ben non, pas dodo. Vous allez dire l'intellectuelle, elle doit être chiante. Mais non, il y a un temps pour parler. Bon, il y a un temps pour débriefer, il y a un temps pour vivre les choses, n'est-ce pas? Il y a un temps pour être dans le non-verbal, mais il y a un temps aussi pour que la rencontre se fasse à un endroit, je dirais, de mettre de la conscience en mettant des mots sur nos vécus. C'est ce qui va donner ce qu'on appelle l'intimité. L'intimité, c'est ça. On cherche aussi l'intimité, c'est-à-dire dans la découverte de cet autre. L'intimité, c'est quels sont ces paysages intérieurs, son vécu, la manière dont il vit les choses, la manière dont il les ressent, la manière dont il les perçoit, qui sont forcément différentes des miennes, puisque je ne suis pas cet autre. Donc c'est quand même important de pouvoir avoir un temps pour mettre de la conscience et mettre des mots. On est des êtres de langage, donc servez-vous-en pour ne pas faire que vivre intensément des trucs un peu chamallows, mais aussi de mettre des mots en conscience pour chacun d'entre vous. Hein, vous faites parler l'autre, mais vous le faites parler, ce qui va donner naissance à la notion d'intimité. L'intimité, c'est bas les masques, je suis en sécurité avec toi, tu peux te dévoiler à moi, donc tout me dire, me raconter ce que tu vis, ce que tu pressens, ce que tu perçois, comment tu le vis, et moi aussi. Voilà, donc c'est magnifique, c'est ce qui donne naissance à l'intimité. On cherche l'intimité, y compris avec nos amis. Avec vos meilleurs amis, vous cherchez cette intimité, vous pouvez tout raconter, l'autre ne vous juge pas, vous pouvez vous déposer, voilà. On cherche cette intimité-là, et dans le couple, on cherche ça. Mais si d'emblée, vous restez à « Ah oui, bon, il a l'air super génial, on a fait l'amour, c'était bien, trop bien, je suis dans ses bras, ça y est, je suis protégée, tout ça, c'est là. » Enfin, bon, ben, n'en restez pas là, c'est un peu dommage. Vous n'aurez pas accès à l'intimité, qui est le dévoilement de cet autre dans sa différence. Voilà, parce que ça veut dire que vous êtes trop scotché sur le gémellaire, et arrêtez avec ça, parce que c'est un peu naïf, quoi. Voilà, je suis un peu rentre-dedans des fois, mais ça vous permet de voir que le gémellaire, c'est on est du même. Ben non, on n'est pas du même. Je suis désolée, vous ne serez jamais du même que l'autre. Voilà. Bon. Alors, pourquoi c'est si magique la rencontre? Parce que dans cet instant, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul au monde. Et c'est incroyable cette affaire de ne pas être seul au monde. Pourquoi? Parce que nous avons tous des moments désespérés, mais tous, parce qu'on traverse seul l'existence quand même. C'est ça le tragique de l'existence, c'est qu'on a dès la naissance ce sentiment puissant de séparation, c'est-à-dire qu'on se sent seul au monde, perdu dans l'univers. Ça c'est le mot que je rajoute, parce que je pense que moi, dans mon vécu d'enfant, j'ai vraiment eu ces impressions qui sont gravées en fait, physiologiquement parlant, dans ma mémoire somatique, que je suis seule et perdue dans l'univers. C'est-à-dire il n'y a aucune branche sur laquelle je peux me déposer, d'accord? Parce que la plupart des bébés du monde, on ne vient pas tout le temps au service du bébé, prendre soin comme le bébé aurait besoin. Donc on est plein à vivre ça, à se dire il y a des moments dans mon existence où je revis sans cesse ce sentiment de solitude, de désespérance, où c'est douloureux, où je suis dans le tunnel, où je suis dans la nuit noire de l'âme, des fois on appelle ça, et où il n'y a personne pour moi, et je ne suis pas en sécurité, c'est les sables mouvants, je ne sais pas ce qui va se passer, c'est terrifiant en fait. Hein. Donc ce sentiment de solitude, qu'on appelle aussi parfois le vide affectif, sur lequel des fois je fais travailler les gens, c'est important parce que dans la rencontre, à un moment donné, pourquoi c'est tellement magique? Parce qu'à cet instant, on ne se sent plus seul. On se dit, enfin quelqu'un qui vient réveiller la tendresse que j'ai en moi, parce que je vais donner de l'amour et recevoir de l'amour, donc il va y avoir un partage de tendresse, le droit de me sentir aimée sur Terre, chouchoutée, choyée, donc il y a quelque chose de lumineux qui apparaît, même si cette lumière était éteinte, parce que j'étais dans ce sentiment de solitude. Et du coup, hop, c'est comme si la lumière revient, alors que imaginez une lampe qui est éteinte, d'un coup un autre arrive, une rencontre se fait, et hop, c'est comme si on rebranche la lumière. Vous revenez à la lumière, sauf que c'est comme une prise en fait. Vous oubliez que vous étiez déjà la lumière, c'est juste que la prise n'était pas branchée, que l'autre est un vecteur de brancher la prise. Parce que ce sentiment de solitude était plus puissant que la lumière qui est derrière. Bon, ça c'est vraiment les mystiques, quand on est dans l'amour divin, on en parle mieux.
Mais c'est vraiment ça. La lumière est toujours là, en fait. Ceux qui ont la foi, ils le vivent comme ça. La lumière est toujours là. On a l'impression qu'on est dans des affres et dans des moments tragiques parce on souffre de ce sentiment de solitude et donc on a l'impression que la lumière est éteinte. Et donc il y a un autre qui passe par là qui nous rallume. Ça allume le feu. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc on se sent de nouveau vivant parce qu'un autre passe et il nous rallume. Mais en fait, on ne s'était pas éteint, en fait. C'est juste qu'on n'était pas en contact avec la lumière divine dans laquelle on baigne, en fait. C'est ce qu'on appelle notre présence, on appelle ça la présence, la conscience, appelez ça ce que vous voulez d'ailleurs, la nature véritable du Bouddha. Enfin bon, mettez le mot que vous voulez, on s'en fout. En tout cas, c'est la lumière qui nous habite tous. Mais qui parfois, l'ombre passe et on se sent tellement seul au monde et désespéré et impuissant qu'on est terrifié. C'est la fragilité, c'est ça la fragilité, notre humanitude, elle est là. On est tous là-dedans parce que notre expérience à la naissance et à la mort, ce sont des contractions terribles qui nous font nous sentir extrêmement seuls. Maladie, les deuils, enfin tout ça, il y a des moments de solitude intense, extrême, dans lesquels on perd confiance. Et c'est humain. Donc quand on rencontre un autre de la magie, c'est quelqu'un qui me tient la main, qui peut être à mes côtés et sur lequel je vais pouvoir me déposer ou m'adosser. Voilà. Donc il y a quelque chose de chouette et de beau là-dedans. À la fois, on n'est plus des enfants, c'est pour ça, perdez la naïveté de l'enfant qui se dit « Ah oui, ça y est, enfin, j'ai trouvé quelqu'un, c'est bon, la bonne personne, yes, j'ai le pompon, c'est bon, c'est garanti. » Non. On traversera toujours seul, de toute façon, mais vous pouvez aussi, dans ces rencontres que vous faites, avoir quelqu'un qui vous, comme on dit, un compagnon, c'est quelqu'un qui va m'accompagner, hein, parce qu'une rencontre peut partir aussi dans un compagnonnage. On ne sait pas où ça va la rencontre. La rencontre, ça va où ça va. Moi, je dis toujours, toute rencontre doit être vécue. Après, elle peut être brève, comme elle peut être longue. On ne sait pas au départ. On n'a pas l'idée. Des fois, souvent, les rencontres inattendues, ça part comme ça part. Tu te dis, mais bon, c'est pas du tout ce que j'aurais prévu au rendez-vous, quoi. Moi, je ne me serais jamais dit que j'allais rester 10 ans avec. Au contraire, je ne me serais rien dit du tout. J'aurais pas mis un pion sur le... Enfin, j'aurais pas du tout j'aurais rien misé sur le cheval, là, tu vois. Et après, ça part dans une histoire longue. Mais c'est vrai, moi, ça m'est arrivé. Donc, je me dis, mais... Donc c'est vraiment souvent pas du tout des choses qu'on peut prévoir. La rencontre se fait, elle se tisse. Après l'histoire se tisse ou ne se tisse pas. Mais en fait, pour moi, toutes les rencontres doivent se vivre. Parce qu'elles ont ce côté magique où, à un moment donné, ce sentiment de solitude disparaît. On dit, ah peut-être, je vais peut-être trouver quelqu'un sur qui je vais pouvoir me sentir en sécurité et qui va m'accompagner, me rejoindre. Me rejoindre, c'est être avec moi dans cette connexion. Donc c'est pour ça que c'est magique. Voilà. Donc l'autre ne fait pas tout, il passe par là et il rebranche la prise. Bon, c'est magnifique, mais prenez-le comme tel. Ne montez pas dans la fusée à l'oukumisation comme ça, bon, c'est un peu excessif. Alors, c'est effectivement extrêmement puissant parce que, vous le savez, ça renvoie au bébé qui se sent exister dans le regard des autres, d'un autre, de maman, en général, maman ou papa, bref. Et c'est pour ça qu'on est tellement partant en général, sauf quand on a le cœur fermé, on est tellement partant pour se sentir exister dans le regard d'un autre. D'ailleurs, la plupart de mes patients, dès qu'ils se sentent regardés, comme ça, regardés dans le blanc des yeux, là, chewing-gum contre chewing-gum, yeux dans les yeux, d'un coup, ils ont l'impression qu'ils s'envolent, tu vois. Mais pourquoi? Parce que ça renvoie à cette petite fille, ce petit garçon en nous, qui était tellement en train de chercher à capter le regard de la mère pour se sentir exister. Donc, c'est pas du tout surprenant qu'on retrouve ça dans la rencontre, qui est peut-être un besoin de mémoire de notre enfance, de retrouver ces moments un peu de captation, d'accordage comme ça. Et parce que c'est comme si, quand l'autre ne me regarde pas avec ses yeux morts d'amour, je ne me sens pas exister. C'est comme si, et c'est vrai, hein, regardez-le, comme si cet autre me fait exister, me permet de me sentir exister. Encore plus, si vous avez eu des traumas du développement dans l'enfance et que vous avez été mal accueilli ou pas désiré, ou que ça a été la galère, vous avez été de trop seul, etc. Donc cet autre qui te regarde, toi tu es au plafond, quoi. Tu es au sommet de ta vie. Tu te dis, grâce à lui, je me sens exister.
Ça y est, c'est bon, banco, j'ai touché le gros lot. Oui, mais non, c'est parce que ça fait référence à ces mémoires du passé où il n'y avait pas assez ce socle maternant qui vous permettait de vous sentir exister tranquillement, en sécurité. Voilà. Donc du coup, en tant qu'enfant perdu dans les abîmes, ben, quelqu'un vous fait vous sentir exister et vous croyez vraiment que vous existez. Et qu'avant, sans qu'il vous regarde, vous n'existiez pas. Mais si, vous existiez aussi, sauf que c'est moins dense. Quand quelqu'un me regarde, j'ai l'impression que son regard me fait me densifier. Vous comprenez ce truc-là? Parce que c'est éprouvé, ça, c'est dans le corps qu'on le sent. Là, je le fais en théorique, mais sinon, vous pouvez éprouver ce truc. L'autre me regarde avec ses yeux morts d'amour, enfin bienveillants, de compassion, d'amour, machin. Ça, on n'en sait rien, mais c'est ce qu'on présuppose. Et donc, à ce titre-là, je me sens exister dans la densité de mon corps. Et plus il me prend dans les bras, ça c'est connu, ça, plus il me serre très fort, ou elle me serre très fort, ou plus je la serre très fort, etc., plus vous êtes dans le contenant que vous avez manqué. Le contenant, c'est ce dont les bébés ont besoin. Et donc plus vous vous sentez exister dans le corps matière. Et comme si l'autre vous lâche, il ne vous regarde plus, et il ne vous prend plus dans les bras, d'un coup, il part, je ne sais pas où, là, qui repart ailleurs, dehors, bon, bref. Pour les grands fusionnels, pour ceux qui sont très fusionnels, eh ben, ça y est, il retourne à la solitude, direct. Ah, ça y est, je n'existe plus, il ne me regarde plus, il ne pense plus à moi, il n'est plus en train de m'appeler, il n'est plus en train de me prendre dans les bras, ça y est, c'est fini, je suis seule au monde, je ne me sens pas exister. Donc il y a un dommage, et donc il y a à travailler cette affaire, qui est indépendamment du regard de l'autre, ou que l'autre me fasse me sentir exister dans les bras, qui vient réparer l'enfant en moi, hein, je dois apprendre, dans mon chemin de vie, à me sentir exister, indépendamment du corps de l'autre ou du regard de l'autre. Parce que l'autre ne réparera jamais totalement la mère ou le père que je n'ai pas eu. Hein. Ça ne va pas marcher. Hein. Donc ça va marcher 5 minutes, et à la minute d'après, dès qu'il tourne les talons, vous êtes cuit. Vous êtes là, punaise, reviens là toi. Et c'est ce qui crée le terrain de la dépendance. Voilà. Donc c'est très malsain, et en plus vous ne vous sentez pas bien parce que vous avez honte d'être dans la dépendance, de manquer, donc c'est ce qui crée l'état amoureux, mais c'est fait du manque, mais en même temps vous êtes mal dans votre peau, vous n'êtes pas autonome, vous n'avez qu'une envie, c'est d'y retourner dans ce truc de fusion, vous y pensez toute la journée, donc vous n'êtes pas sur Terre en fait, vous êtes dans un truc où vous ne vous sentez pas exister indépendamment de l'autre, ce qui est très dommageable. Vraiment. Donc on a tous à apprendre, et notamment pour les enfants qui n'ont pas reçu ce maternage, cette histoire de se sentir exister, de se prendre dans les bras, parce qu'on travaille en thérapie, on travaille sur l'autoparentage, apprendre à prendre la petite et le petit dans les bras. Quand elle ne me prend pas dans les bras, je peux me sentir exister, même si c'est plus difficile de sentir son existence. Quand on n'est pas contenu dans des bras, ce n'est pas grave. Quand l'autre ne nous parle pas ou ne nous regarde pas, on peut aussi apprendre à se sentir exister, à se sentir vivant, indépendamment de ce contact, de cet autre spécial et unique qui me fait me sentir exister. Parce que là, on est vraiment au niveau de l'existence du tout petit, et c'est pour ça que c'est tellement puissant, cette histoire de rencontre et d'état amoureux et de fusion. C'est parce qu'on veut y retourner tellement on a manqué et qu'on s'est senti seul enfant. Ou pas assez rassuré sur notre sort. Voilà. Alors, ceux qui ont un cœur blessé, donc je voudrais en venir à cette étape du développement, c'est pourquoi est-ce qu'il faut y croire? Pourquoi rester disponible à la rencontre? Parce que j'ai parlé de cette aspiration à la reliance, à la communion, mais un cœur qui se protège va faire quoi? Vous vous protégez tellement que vous allez faire des anticipations. Et le problème des anticipations, c'est que vous faites référence au passé en vous disant puisque la dernière fois j'étais avec un PN, ou quelqu'un qui m'a trahi, ou quelqu'un qui était infidèle, ou quelqu'un qui, je sais pas quoi, qui m'a lâchement abandonné pendant que j'étais en plein vol là-haut dans ma fusée. Donc du coup, ceci se repassera à nouveau. Voilà. Ou tous les hommes, ou toutes les femmes, ou il y a des chances que ça se reproduise, étant donné, ça s'appelle un biais d'expérience du passé, c'est un biais cognitif. Donc plus l'expérience douloureuse est récente, plus ce biais cognitif existe. Donc ça fait un truc d'anticipation, le passé se reproduira dans mon futur, j'en suis persuadée, ou je me méfie. Stop. Stop parce que ça vous fait... Bon, c'est des anticipations, on ne connaît pas le futur,
Et puis, ça vous empêche de vous ouvrir à la rencontre, ce qui est quand même très dommageable, puisque j'ai nommé tout l'intérêt d'être dans une rencontre totale, une rencontre où on s'abandonne au possible. Sans naïveté, mais quand même à s'abandonner. Sinon, vous n'aurez que jamais droit à l'amour mystique. Si vous avez ce cœur protégé, mais ce qu'on appelle aussi dans les profils de personnalité, les contre-dépendants, les évitants, ceux qui vont, les frileux, j'avais appelé ça aussi les frileux de l'amour, là j'y vais pas, j'y vais, mais bon, je mets pas tout dedans, je suis frileux, quoi, j'y vais avec frilosité, je suis un peu refroidi, quoi, vous voyez ce que je veux dire, un peu glaçon. Ou ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas donnée à la rencontre que bon, voilà, oh là là, on va peut-être pas tout mettre dans le panier là, on y va, pas vraiment en fait, hein, on saute pas les deux pieds joints. Donc, ou alors vous êtes encore plein de l'ex et il n'y a pas de place pour l'autre. Donc ça c'est possible aussi. Donc l'idée c'est quand même de laisser aller les affaires du passé, hein. On le dit souvent dans les enseignements spirituels, mais je le redis ici, laisser aller, hein, la vie c'est laisser aller avec l'eau du courant. Donc aller avec l'eau du courant, c'est laisser partir les vieilles choses, laisser partir les trucs du passé, que ça cesse de s'agripper à vous, hein, inlassablement, en mode machin, parce que si vous vous laissez agripper par les vieilles choses du passé qui n'existent plus, puisque le passé est mort, c'est plus vrai, ce n'est pas la réalité, c'est mort, c'est terminé. Le futur n'existe pas, le passé est mort, il n'y a que le présent. Mais quand vous êtes agrippé aux vieux trucs du passé, parce que c'est traumatique, évidemment, notre cerveau retient les trucs traumatiques, il ne retient pas les bons moments, en tout cas pour la surméfiance, eh bien, vous allez vous parasiter, vous polluer de ces affaires-là, et du coup, vous n'allez pas vivre grand-chose, en fait. Et vous allez même avoir, ça va donner des profils qui ont peur de l'engagement, qui ne vont pas vraiment sauter voilà, tous les dégâts. Hein. Aujourd'hui, on n'arrête pas de dire, oui, il y a plein de gens qui ont peur de l'engagement, ils ont peur de l'engagement. Ils ont peur de l'engagement parce qu'ils ont ça. Parce qu'ils ont ce truc du passé, les vieilles affaires du passé, les vieilles casseroles, qui ramènent sans arrêt dans le présent, en mode je me méfie pour demain. Donc, prenez conscience que ce n'est pas terrible de trimballer ces trucs-là. Si vous n'y arrivez pas tout seul, ben, ce n'est pas évident, là je le dis comme si c'était simple, ce n'est pas quelque chose de simple à faire. Vous pouvez le travailler aussi en thérapie, hein, ça se fait, on travaille sur comment cesser de répéter des schémas d'abandon, de trahison, de trucs comme ça, parce que sinon vous y retournez sans cesse en mode anticipatoire. Il y a du danger, la relation c'est dangereux, donc amoureux c'est dangereux, donc je ne vais pas y aller, j'y vais mais j'y vais pas, mais j'ai envie mais j'y vais pas, mais j'ai tellement peur que patin couffin. Donc je vois tellement de gens comme ça, parce que moi je consulte, donc j'ai que des personnes comme ça, les autres je ne les vois pas, hein. Ceux qui sont naïfs, ils ne viennent pas me voir. Donc j'ai l'impression que toute la journée je ne vois que des gens qui sont complètement refroidis, complètement angoissés à l'idée de retourner au lien, en mode oh là là, mon Dieu, il va me refaire ça, mais enfin comment, je ne veux pas y retourner, je ne veux pas souffrir, Bon, donc si vous voulez vous offrir la relation, enfin l'amour, au-delà de la névrose, hein, et des conditionnements, hein, c'est bien de laisser de la place en fait, de laisser de la place à du neuf. Voilà, de laisser de la place à l'inattendu, à la surprise, à quelque chose que vous ne savez pas. Et peut-être que le bon va vous arriver, plutôt que de vous méfier, d'anticiper, de dire danger, danger, on m'a trahi, mes parents m'ont trahi, mon ex m'a trahi, mon mari m'a trahi, mes enfants m'ont trahi, il va me trahir. Tous les hommes sont des menteurs, et je le sais, et c'est comme ça, toutes les nanas elles sont complètement hystériques. Bon, alors, donc ça c'est les préjugés, les clichés. Donc ça tapera beaucoup moins sur vos blessures. Si à la fois vous vous connaissez et que vous savez quelles sont les limites, pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de s'ouvrir à la rencontre? Parce qu'on se connaît. C'est la confiance en nous qui va nous permettre de nous ouvrir et de y aller en confiance. Ce n'est pas en l'autre qu'on doit faire confiance, ça c'est complètement un postulat erroné et débile. On ne fait pas confiance en l'autre, l'autre est limité. Donc les êtres humains sont faillibles. Et nous aussi, on est faillibles. Donc on est imparfait, on est
incohérent, on est contradictoire, on dit un truc, on part dans le sens inverse, on dit je t'aime et je t'aimerai toujours, et ce jusqu'à la fin de ta vie, puis après on en trouve un autre et hop, c'est fini. Ou on dit je serai fidèle jusqu'à la fin des temps, et puis hop, on rencontre quelqu'un d'autre, c'est mort, etc. etc. Donc on dit un truc et on va dans l'autre sens, mais c'est fréquent. Donc on est des êtres faillibles, on est des êtres limités, on est des petites choses fragiles, on n'est pas tout puissant là. Donc du coup, si vous voulez vous installer dans l'ouverture à l'amour, ben, il faut aussi accepter que vous avez, et prendre confiance en vous, ce que je disais sur vos limites à vous, c'est-à-dire quelles sont mes limites, qu'est-ce que moi je sais qui est non négociable, que je ne pourrais vraiment pas tolérer parce que la dernière fois ça m'a fait mal. Donc je prends confiance en moi, dans ma capacité de me positionner en mettant un cadre. Le cadre, ça peut être le temps, le cadre, ça peut être la fidélité, le cadre, ça peut être les modalités de fonctionnement. Est-ce que je veux vivre avec toi dans la même maison ou pas avec toi? Est-ce qu'on peut vivre à distance? Ça, c'est le cadre. Où, quand, comment, avec qui, combien de temps, pourquoi et dans quel lieu géographique. Donc mettre un cadre, se positionner, c'est une manière d'avoir confiance en vous. Donc moins en l'autre, mais plus en vous. Ce qui vous permettra de vous ouvrir à la rencontre. C'est quand même pas idiot. Parce que sinon, si vous n'avez pas vos appuis internes, si vous ne savez pas mettre des cadres, parce que vous vous connaissez mal, vous partez bille en tête et puis après vous dites « Ah mais oui, mais l'autre j'ai fait confiance, mais on ne peut pas lui faire confiance parce qu'il me fait un coup le Trafalgar. » Mais l'autre c'est un lot, il est comme il est. Il peut pas. Mais c'est plutôt à vous, d'à chaque fois, au fur et à mesure de la relation qui va se tisser, de vous positionner, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui n'est pas facile, et de pouvoir mettre des mots à chaque fois sur qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas, ou qu'est-ce que tolérable et qu'est-ce qui n'est pas tolérable. Voilà. Comme ça, vous serez moins coincé dans la méfiance et en accusant l'autre que l'autre a tous les torts, et vous prendrez aussi votre part de responsabilité qui est je me suis grillée parce que je ne lui ai pas dit que, par exemple, c'était pas possible pour moi de tolérer l'infidélité, ou je ne sais pas quoi, ou de tolérer le fait qu'on se voit tout le temps, trop souvent, et que moi j'ai besoin de temps pour être seule. Je ne sais pas, des trucs comme ça, enfin des trucs qui font que vous, c'est vous. Au jour d'aujourd'hui, pas il y a 15 ans, il y a 20 ans, au jour d'aujourd'hui, vous êtes comme ça. Et donc, c'est bien de vous connaître et d'avancer quand vous rencontrez quelqu'un, peut-être pas le premier entretien, mais peut-être par la suite, si une rencontre se fait, le premier entretien, c'est peut-être un peu... Voilà. Mais si une rencontre se tisse, ça peut vraiment valoir la peine de prendre appui en vous, mais pas en l'autre. Alors, c'est bien aussi d'avoir une sensation de sécurité avec l'autre, c'est-à-dire... sinon, la rencontre ne se tisse pas, hein, s'il n'y a pas de sentiment de sécurité. Je vous rappelle que la rencontre, l'amour célèbre aussi le sentiment de sécurité. Si on n'est pas du tout en sécurité, il ne va rien se passer du tout. Vous allez partir en courant en mode « Oh là là, laisse tomber, c'est un fou furieux, celui-là, j'y vais pas. M'intéresse pas. » Bon, mais si une rencontre se tisse et que ça commence à se déployer, cette rencontre, hein, ça commence à donner une histoire, eh bien, il y a quand même besoin de se sentir en sécurité. Donc la sécurité, elle vient quand même plus de vous que de l'autre, mais ça vient aussi de l'autre. De comment il se positionne, de poser des bonnes questions, de dire bon, toi tu veux quoi, est-ce que on a les mêmes valeurs ou pas, voilà, par exemple, moi je veux un enfant, toi t'en veux, si t'en veux pas, moi j'en veux, qu'est-ce qu'on fait, enfin, il y a quand même à poser les choses quand même un peu carrées après les moments de rencontre magiques et poétiques et extatiques qui nous font nous sentir voilà, notre parado, quoi. Donc il y a la parado, et puis après il y a cette fameuse réalité qui est nous, ce qu'on sait de nous, ce qu'on veut vraiment, ce qu'on a envie, ce qui est facile, ce qui n'est pas possible, etc. Ce que j'appelais les limites. Alors, puisque vous êtes des célibataires en général, là, qui m'écoutent, alors pourquoi les célibataires s'empêchent-ils de rencontrer? C'est une question que je me suis posée. Et ils s'empêchent souvent de rencontrer parce qu'ils ne sont pas détendus naturels. On voit qu'il y a plein de coachs en séduction qui pullulent, mais pourquoi pas, hein, moi je trouve ça, je n'ai pas de jugement. Hein. Pourquoi les coachs en séduction? Parce que les coachs en séduction, on va vous apprendre à vous donner, à vous former à des stratégies pour mieux séduire, pour atteindre l'objectif, parce que si vous plaisez, vous aboutirez à avoir la bonne personne dans votre vie. Vous avez plus de chances, en fait, hein, d'obtenir ce que vous cherchez à obtenir. Et quand on cherche un objectif, c'est pour ça que là, je ne parle pas trop de la rencontre Tinder, parce que c'est très branché objectif. Quand on cherche à atteindre un objectif, à travers les stratégies de séduction, plus on veut ce truc, plus on est tendu, d'accord? Plus on met de l'enjeu. On se met la pression pour bien plaire. Pour que ça marche bien, il faut que ça marche, cette affaire. Donc, on est au taquet, en fait, d'accord? Et...
Bah, c'est vrai, on est là, on se prépare au rendez-vous, on se dit attends, faut pas que faut pas que je foire le truc, faut que je sois présentable quand même, faut pas que je dise des conneries, genre, faut pas que je dise des bêtises, faut que je sois sur mon 31, faut que je passe les bonnes questions, faut qu'il réponde bien aussi, faut que l'autre y réponde correctement, tu vois. Bon, voilà. Donc on se met hyper la pression et on est tendu. Donc ce qui empêche la rencontre, en fait, ce qu'on dit souvent dans le tantra, hein, parce que moi j'ai quand même été animatrice de tantra, c'est ce qu'on cherche tous et toutes, c'est d'être détendu et naturel. Donc la vraie question qu'on peut se poser les uns et les autres, c'est qu'est-ce qui nous empêche d'être détendu et naturel? On cherche ça. On ne cherche pas dans une rencontre à être comme ça, oppressé, tendu, avec 3 masques, 10 masques, en mode je te rencontre, oui, bon, alors, et toi, tu fais l'affaire ou pas? Je veux mon objectif, sinon je vais être seule. En pénurie, desséché, affamé. Je vous le fais en mode humour, mais c'est un peu ça quand même. Donc, c'est important de voir si on est détendu et naturel, mais on peut être détendu et naturel que si et seulement si on ne veut pas atteindre un objectif coûte que coûte. Et comme disait mon enseignant spirituel Éric Barret, que je trouve génial, vous pourrez écouter Éric Barret parce qu'il développe tellement bien ça, clairement, il n'y a que des gens misérables qui ont des objectifs. Après, moi, je trouve ça respectable. C'est-à-dire que vous ayez des objectifs qui n'en a pas. Alors, le problème des objectifs couple ou des objectifs faire famille, quand vous avez vraiment ce truc dans la tête et que vous n'arrivez pas à lâcher l'affaire du couple en disant « mais non, hein, si je ne fais pas couple, oh là là, ça va être tragique, je passe à côté de ma vie. Si je ne fais pas famille, oh là là, je vais rater le fait d'être mère, ça y est, c'est la fin du petit cheval, je vais rater toute ma vie, ma mission est ratée. » Bon, alors, si vous êtes avec des histoires comme ça dans votre tête, bon, pourquoi pas, hein. Moi, je ne juge pas. Je dis c'est respectable, vous avez le droit d'être traversé par tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que vous êtes hyper tendu. Il me faut mon couple ou ma famille, et c'est l'heure maintenant, c'est l'heure. Hop, hop, hop. Allez, hop, 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 on s'y colle. Donc, à ce moment-là, la seule chose qui est possible, alors là, je deviens le coach en séduction. Là, je ne suis plus thérapeute, là, je me fais casquette coach en séduction, et je dis, assumez le fait que vous voulez votre objectif. Pour moi, c'est misérable, mais tant pis, c'est pas grave. Là, je le dis pas, je vous le dis à vous, mais je leur dis pas, hein, parce qu'ils viennent, ils sont vraiment, ils sont tendus vers l'objectif, c'est essentiel. Sinon, ils ont l'impression qu'ils vont rater toute leur vie. Donc, pourquoi pas? Mais comme ils y vont en mode pression, et c'est l'heure, c'est pas genre dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est l'heure. Là, tout de suite, il y a urgence, priorité des priorités. Donc, ils pensent qu'à ça du matin au soir. Et du coup, je leur dis, mais alors à ce moment-là, jouez-le proactif. Assumez le fait que vous voulez atteindre un objectif, c'est comme au boulot. Hein. Tu veux ta promo, ben, tu te bats pour ta promo. Enfin, je sais pas moi, tu mets le paquet, quoi. Tu vas pas en mode dilettante, voilà, j'y vais, mais j'y vais pas, mais j'attends que le prince charmant il arrive, mais je sors pas de chez moi. Non, tu mets le paquet, tu fais tout. Là, tu mets tout dans ton vin, tu vas sur les sites, tu demandes à tes amis, tu descends sur les conférences de Véronique, tu fais les rencontres, ben, tu mets le paquet, quoi. Tu vas, tu fais genre, allez, on y va, on y croit, on retrousse ses manches, on atteint l'objectif. On se donne les moyens pour y arriver. Voilà. Donc c'est le côté proactif. Alors Anthony Robbins, hein, vous vous rappelez de ce coach qui est toujours très connu d'ailleurs, qui est un Américain qui a travaillé... vous ne connaissez pas Anthony Robbins? Bah, vous regarderez, là, il y a un documentaire sur Netflix, qui est un des coachs les plus connus, et qui avait écrit Pouvoir illimité. Donc là, c'est vraiment, si tu veux, tu peux. Grâce aux techniques du développement personnel, on y va, on y croit, tu atteins ton objectif, et c'est sûr, ça marche. C'est efficace, ça marche. Bon, là, il faut être proactif, il faut y aller, il faut pas... tu es en mode combatif, tu vois. Alors, le problème, c'est qu'en général, moi, ma clientèle, ils veulent y aller, enfin, ils veulent l'objectif, mais ils ne sont pas très acharnés, quoi. Ils sont genre j'y vais, mais j'attends, je suis un peu passif, et puis j'aimerais bien que là, il arrive chez moi, ou que je le recroise comme ça par hasard. Et puis c'est souvent des personnes qui sont timides, qui sont inhibées. Donc, j'y crois, je crois que je n'ai pas de valeur, et la preuve, l'autre, le dernier, il m'a enfoncé, il m'a dit qu'il m'a critiqué, donc je ne m'estime pas. Donc, c'est sûr qu'elle ne va pas y aller en mode combattante, tu vois. Elle va aller en mode « je ne crois pas en moi ». Donc déjà, c'est mal parti. Si vous voulez faire du commercial, c'est du commercial quand même. Hein, quand j'ai un objectif à atteindre, mais carrément. Mais c'est quoi d'autre? Moi, je ne suis pas pour. Mais si vous voulez être vraiment dans votre truc à atteindre, l'objectif à atteindre, c'est un objectif couple, vous vendez. Vous vendez quoi, vous? Votre pomme. Pour atteindre votre objectif. Maintenant, mais clairement, quand on est au commercial,
On se vend. Et qu'est-ce qu'on fait? On met tout pour se vendre, on fait tout ce qu'il faut. Ouais, on met le paquet, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc là, on la joue à Anthony Robbins et les commerciaux, ils ont de la valeur. Enfin, ils ne sont pas en train de se sous-estimer. T'imagines un commercial qui part, moi je me trouve trop nul ce matin, bah reste chez toi, quoi. Tu ne vas pas faire beaucoup de ventes si tu commences le matin avec un moral dans les chaussettes en te disant que tu ne vaux rien, que tu es nul et que tu ne sais rien faire. Donc, c'est important pour ceux qui veulent se vendre de remonter l'estime de soi. C'est-à-dire passer l'estime de soi, c'est je crois que je n'ai pas de valeur. Ah, je sais que j'ai de la valeur. La valeur, ça veut dire que je ne suis pas parfaite, j'ai des qualités et des défauts, mais je suis aimable. Je suis quelqu'un, j'ai des chances de mériter l'amour parce que je suis quelqu'un de bien et il n'y a pas de raison que je ne rencontre pas quelqu'un aussi en face de moi qui mérite l'amour comme moi et qui ne sera pas parfait. D'accord ? Donc ça, en général, quand j'ai des personnes comme ça, hommes ou femmes, hein, qui veulent absolument atteindre leurs objectifs, donc là, je deviens coach en séduction et je remonte l'estime de soi. Enfin, je fais travailler sur l'estime de soi. Voilà, il y va, on met le paquet. Je les envoie sur les thérapeutes qui veulent travailler sur l'estime de soi. C'est narcissique, en fait. On est sur des problématiques narcissiques. Bon, mais ça se travaille, c'est possible. Mais si vous y allez en mode je veux, mais je la joue en mode inhibé, en mode timoré, en mode passif, vous aurez moins de chances d'atteindre votre objectif. Donc, choisissez votre camp entre la méthode d'Anthony Robbins ou Christian Bobin. Hein, Christian Bobin, c'est Charles Pépin qui parlait comme ça. Je trouve ça assez génial, cette anecdote qui disait... Charles Pépin, c'est le contemplatif, hein. C'est la littérature, c'est la poésie, mais on ne va pas s'exciter sur un objectif à atteindre, on n'est pas du tout là-dedans, là, on est dans l'être, donc on n'est pas dans l'avoir, on est un objectif, sinon je vais rater ma vie, non. Pas du tout, on est dans une autre dimension, une dimension de la rencontre poétique qui laisse les choses se faire avec l'eau du courant. Voilà, donc c'est autre chose. Donc vous choisissez votre camp, il n'y a pas de problème, faites comme vous voulez. Mais à un moment donné, on ne peut pas être dans l'un et dans l'autre. Si vous êtes dans je veux forcer les choses parce que je veux atteindre mon objectif, alors choisissez la méthode Anthony Robbins. Si vous êtes plutôt dans bon, voilà, je suis quand même bien avec moi, je ne me sens pas dans un vide énorme, j'aime bien ma vie, mais que je laisse faire les choses, donc vous êtes plutôt à la Christian Bobin. Voilà. Donc vous êtes plutôt dans ce que je propose aujourd'hui, qui est une rencontre fortuite, inattendue, imprévisible, voilà, c'est autre chose. Ce n'est pas le même trip. Tout est OK. Tout existe tout est parfait, il n'y a rien à rejeter. Hein. Je ne suis pas en train de dire... je n'ai pas de jugement moral, moi. Je me dis, soyez au clair avec ce que vous voulez et assumez ce que vous voulez. Voilà. Et les célibataires s'empêchent de rencontrer, donc ce que je disais, en étant trop tendus, en se disant des choses négatives sur eux, donc avec une estime de soi souvent faible. Donc quand on se raconte qu'on n'est pas à la hauteur, on n'est pas à la hauteur, donc on ne rencontre personne puisqu'on se trouve pas à la hauteur. Donc il y a des périodes dans la vie, on ne peut pas se trouver tout le temps à la hauteur. C'est normal qu'on ait par moments des moments d'affaiblissement du moi, ce qu'on appelle l'affaiblissement du moi narcissique, et qu'on se trouve un peu naze. Ça ne dure pas. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas fait pour durer. On ne peut pas être toujours en forme. Moi, je sors de là, j'ai une crève, je ne suis pas dans un état. Bon, j'ai l'air enjouée comme ça. En réalité, j'ai mal au crâne, j'ai mal au dos, je ne suis pas bien. Donc, on ne peut pas toujours être dans un moi au taquet. Là, coucou, c'est moi, je suis au top. Bon, il y a des moments où on a un moi affaibli. Bon, c'est bien de prendre soin de soi dans ces moments-là, tu vois. On ne peut pas être toujours au taquet. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste que, attendez, si vous êtes vraiment sur la rencontre et que vous forcez les choses, forcez le destin, à ce moment-là, essayez d'être un peu plus remonté sur votre bateau pour aller rencontrer. Sinon, vous rayonnez pas grand-chose, vous dégagez pas grand-chose, donc vous êtes moins attractif que si vous êtes en forme, en fait. Hein. Normal, les commerciaux le savent très bien. Hein. C'est vrai. Voilà. Et puis aussi, un autre conseil, même si vous sortez, si vous allez dans la méthode Anthony Robbins en mode je veux atteindre mon objectif, je veux faire couple, si vous sortez en étant affamé, hein, ce que j'appelle souvent les SDF de l'amour, tu sais, en mode ça fait, je suis en pénurie, je suis complètement desséchée, j'ai pas de câlin depuis 1 an, oh punaise, j'en peux plus. Mais c'est possible, en plus, non, mais je jette pas la pierre, parce que moi, ça m'est arrivé. Il y a des moments, personne ne me prenait dans les bras, j'étais dans un froid sidéral. Donc, c'est tout à fait possible. On est quand même des êtres d'attachement, des êtres de lien. Donc, on a quand même besoin, même si ce n'est pas tous les jours,
d'avoir sa dose de câlins, de signes de reconnaissance positive, quelqu'un qui nous dit « Ah oui, c'est bien ce que tu fais, ah, c'est bien, j'adore qui tu es, etc. » Donc on a besoin de ça, on a besoin d'être quand même vu, reconnu, aimé, choyé, etc. Chouchouté. Donc effectivement, si vous arrivez en mode complètement desséché, en pénurie, comme je dis, eh ben, vous allez jouer au petit vampire. C'est-à-dire, vous allez sentir l'énergie de l'avidité. Le petit vampire, ce que j'appelle le petit vampire, pour en avoir connu des mecs qui étaient comme ça, ils donnent tout, ils ont en apparence très moi je vais tout te donner, tu vas voir, je serai toujours là pour toi, je suis très attentionnée, je vais faire tout ce que tu veux, enfin très serviable, très attentif et très, très charmant, très séduisant, très tout ce que tu veux. Mais l'énergie qui est souterraine, qui n'est pas nommée, parce qu'elle est non assumée, c'est l'énergie de la pénurie. Donc c'est l'énergie du petit vampire qui donne pour recevoir. Alors ça, je parle d'un mec, parce que moi, je suis une nana, j'aime bien les mecs. Mais si vous êtes un mec, vous pouvez trouver des nanas comme ça, qui sont des petits vampires, qui sont très agrippantes et très oh, « je vais faire tout ce que tu veux, je serai toujours là pour toi, tu vas voir, t'inquiète pas, je te suivrai où tu iras, j'irai et tout ». Mais en fait, derrière, c'est surtout « me lâche pas la main ». Je suis en pénurie, et donc c'est agrippant, en fait. Et vous sentez, des fois, vous ne comprenez pas. Parce que l'autre est tellement gentil, tellement bienséant, tellement bienveillant, tellement génial, hein, que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez envie de le repousser. Mais il y a une envie de le repousser parce que cet envahissement, il vient de cette énergie de SDF, hein, d'amour. Hein, je veux prendre, en fait. Je ne veux pas donner, je veux prendre. Donc ça envahit l'espace, en fait. C'est quelqu'un qui rentre dans ton espace, qui pénètre dans ton espace, il n'est pas à sa place. Ou elle n'est pas à sa place, elle rentre en toi parce qu'elle veut quelque chose de toi, elle veut de l'amour, elle veut remplir son vide. Et c'est pas terrible, on le sent quand c'est intrusif en fait, hein, c'est excessif, c'est intrusif, même si en apparence ça a l'air tout à fait charmant, etc. Donc je mets ça en conscience, en perspective, parce que très souvent c'est pas nommé, la personne n'est même pas consciente qu'elle fait ça, elle s'en rend même pas compte, hein. C'est souvent le schéma abandon qui est derrière. Donc je fais passer l'autre avant moi, etc. Mais derrière, il y a quelque chose de très... je prends. Et en général, vous, en face, ça vous colle à un côté évitant, c'est genre, dégage un peu là, tu me tiens trop près au basket, va un peu là-bas, voir si j'y suis, mais c'est vrai. Et tout en se culpabilisant, en se disant, mais quand même, il est gentil, je n'ai rien fait, il est charmant, il veut faire tout avec moi, ça a l'air d'être le prince charmant, pourquoi moi je fais ça? Donc... voilà, ça peut être aussi ça, c'est pas forcément ça, mais ça peut être intéressant de voir que certains célibataires qui sont en pénurie, au lieu de travailler sur peut-être je pourrais me faire masser, peut-être je pourrais vivre un peu plus en amicalité, peut-être je pourrais faire des hugs, en fait trouver des stratégies pour nourrir certains de ces besoins de tendresse, de câlin, de regard, de lien, hein, pour être moins SDF en fait. Sinon, vous arrivez comme ça, en mode j'ai un couple, je suis desséché. Voilà, vous jouez au petit vampire, ce qui n'est pas très sain à mon avis. Bon, ça, c'est moi qui le pense. Mais pour l'avoir vécu plusieurs fois, je pense que la relation amoureuse, la rencontre, va célébrer à la fois cette poésie de la surprise, de l'inattendu, éventuellement du coup de foudre et de la connexion, mais à la fois deux personnes autonomes, deux individus autonomes qui ne jouent pas au petit vampire l'un pour l'autre, qui n'ont pas besoin de se... L'autre n'est pas une béquille, l'autre n'est pas tout pour moi, il ne sera jamais tout pour moi, il ne m'empêchera en aucun cas de vivre des moments de solitude, on peut se sentir extrêmement seul à deux, hein. Il y a des moments où l'autre est désuni, hein, il n'est pas en connexion avec moi malheureusement, et donc il y a des moments où on se sentira complètement seul. Et il va falloir l'admettre, accepter, et que c'est existentiel. Peut-être tragique, mais c'est comme ça. C'est le tragique de l'existence qui fait ça. On peut avoir quelqu'un qui nous tiendra la main ou jamais. Je regarde l'heure parce que moi je suis une bavarde et ça va, j'ai encore du temps. Ben non, attends. J'ai commencé à 5h, il est 6h30. Merde. Moi je dis non parce que je vois les ans derrière, il me dit il faut peut-être que tu t'arrêtes, hein. Moi je suis là, tati, tata. Ah oui, alors puisque je suis en train de bavarder, moi, parce que je suis une philosophe bavarde, je voudrais vous transmettre quand même une des clés du tantra. Si vous êtes dans la joie de cette rencontre et que vous rencontrez, le jour où vous y serez, peut-être vous n'êtes pas tout de suite, mais le jour où vous serez dans la joie de rencontrer, et qu'il y a cette joie, justement, c'est l'émotion sous-tendue,
c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose de plus constant, de plus... C'est plus éthéré, le bonheur. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, le bonheur, d'ailleurs. Hein, mais la joie, c'est l'émotion de la rencontre, en général, de la connexion à l'autre. Et j'avais un de mes enseignants aussi qui est mort, mais qui était extraordinaire et qui diffusait les clés du tantra. Et dans le tantra, il y en a une que j'aime bien qui dit comme ça: dans la joie de rencontrer un ami, fonde-toi dans ta joie. Dans la joie de rencontrer un ami, fonde-toi dans ta joie. Fonde dans ta joie à toi, pas dans l'autre. De ne pas te perdre dans l'autre, mais en toi. D'accord ? C'est-à-dire de rester chez toi. Si tu vas sur l'autre, si tu te perds sur l'autre, si tu es en train de scruter, hein, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait pas, est-ce qu'il répond bien, est-ce qu'il répond pas bien, t'es parti sur l'autre. Tu t'es perdu, tu te désertes en fait. Donc c'est toujours dans la joie de rencontrer un amoureux, soit dans ta joie à toi, c'est-à-dire reste chez toi. C'est ce qu'on fait en méditation. En méditation, on observe ses sensations, ses émotions, ses perceptions, ses vécus. Voilà, donc reviens chez toi pour sentir ce que tu sens, au lieu d'être là déjà à te disperser sur et qu'est-ce qu'il pense, et qu'est-ce qu'il pense pas, et qu'est-ce qu'il va faire tout à l'heure, et demain, et machin. Parce que du coup, tu ne peux pas vivre totalement cette émotion de la joie de la rencontre qui t'appartient en fait. On ne fait jamais l'expérience que de nous-mêmes. On ne peut pas faire l'expérience de l'autre, l'autre c'est l'autre. Donc on ne peut expérimenter qu'en nous, que dans nos sensations, que dans notre cœur, que dans nos émotions. Hein. Ce que l'on vit, c'est nous qui le vivons. Donc revenez chez vous, hein, avec cette clé du tantra, dans la joie de rencontrer un ami. Fondez-vous dans votre joie. Donc là, je trouve ça assez magnifique et je conclurai avec ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je peux prendre 5 minutes, on n'a pas encore viré. Des questions, des témoignages sur la rencontre ou des... Bon. Alors après, en général, ce qui se passe, c'est à la fin, vous venez en me disant « Ah mais moi, j'ai ça à dire, c'est trop tard !» Voilà. Bah, si vous n'avez rien à dire, vous pourrez faire des commentaires, en tout cas pour le public qui écoutera cette conférence. Faites vos commentaires et peut-être Moi, je suis toujours touchée par la part sensible des rencontres, des gens qui rencontrent et qui osent rencontrer vraiment, totalement, et peut-être de témoigner de ce que ça, comment ça a résonné pour vous, ces histoires de rencontres amoureuses, avec à la fois cette poésie et cette ouverture totale du cœur, mais à la fois cette lucidité, le précieux de ces réflexions, de se connaître, de connaître les limites, de l'autre, de ne pas se perdre dans la fusion. Après toutes les expériences que vous avez déjà faites auparavant, d'y aller sans s'y perdre. Voilà. Donc, bonne rencontre.